et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Quel est le rôle de la DPJ dans notre société? Quels sont ses droits? Quand peut-elle ou doit-elle intervenir? Pour répondre à ces questions, il me fait grand plaisir de recevoir le directeur de la protection de la jeunesse en Abitibi-Témiscamingue, M. Philippe Gagné. Monsieur Gagné, bonsoir. Bonsoir. Très heureux que vous ayez accepté de nous rendre visite. Vous vous êtes déplacé de Val-d'Or à Macamic pour venir à l'enregistrement et c'est très apprécié, Monsieur Gagné. Je vous en remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Parce que ça faisait longtemps que je voulais faire une émission sur la DPJ. Puis vous en conviendrez comme moi, vous êtes dans le domaine. Ce ne sont pas des émissions qui sont faciles à faire, qui sont faciles à monter. Il faut faire attention aussi parce qu'il y a des choses dans ça qu'on se doit de protéger. Et puis, le but n'est pas de parler un peu à gauche et à droite de la DPJ. Le but est de renseigner. Renseigner les gens de l'Abitibi-Témiscamingue sur leurs droits face à la DPJ. Et quand je parle aussi de renseigner les jeunes, quels sont leurs droits à eux autres aussi, parce qu'ils ont des droits, ces jeunes-là. Alors, comme première question, M. Gagné, c'est tout à fait normal, je crois, que j'aimerais ça qu'on pourrait établir ensemble qu'est-ce que la DPJ. D'abord, la DPJ, c'est une loi. C'est une loi qui s'applique sur le territoire de la province. Cette loi-là vise essentiellement à assurer la sécurité et le développement des enfants du territoire québécois. Quand des parents ne répondent pas à ce qui est généralement reconnu comme étant le minimum pour un enfant, le DPJ peut intervenir. Okay. La loi de la protection de la jeunesse prévoit des motifs pour lesquels le DPJ peut intervenir. Je pense qu'au courant de notre échange, on pourra y revenir. Oui, exactement. On va y revenir sur Parfait. Ça. Parce que justement, c'est quand la DPJ peut intervenir et quand elle doit intervenir. Parce qu'il y a quand même une nuance entre les deux, là, entre pouvoir et devoir. Je vous ferai une proposition, puis ça aiderait peut-être les gens à la maison qui nous écoutent. On pourrait peut-être avoir notre entretien sur la chronologie de l'intervention du directeur, où ça commence, jusqu'où ça termine. Il n'y a pas de problème, mais je vous laisse aller, M. Parfait. Gagné. Donc, la loi de la protection de la jeunesse pour un citoyen qui constate un écart, une inquiétude au sujet d'un enfant. Je vous propose l'exemple suivant. Dans le voisinage, il y a des enfants qui traînent dans la rue tard le soir. Souvent, on va aller jusqu'à demander de la nourriture, quémander. Au niveau de la surveillance, on a de l'inquiétude. Alors, on peut signaler cette situation-là au directeur de la protection de la jeunesse. Sur le territoire, le numéro de téléphone, c'est le 1-800-567-6405. Et on partage essentiellement ce dont on a été témoin. Okay. Ça peut être pour différents motifs, je vais y revenir tantôt. Le DPJ reçoit à ce moment-là le signalement au service RTS. RTS signifie réception, traitement des signalements. Donc, un intervenant social va recueillir le téléphone, va prendre essentiellement le propos du signalant et va s'assurer que ce qui est signalé correspond à un motif pour lequel le DPJ peut intervenir. Okay. Et là, je pense que je pourrais peut-être maintenant les énumérer. Oui, allez-y, monsieur. Le DPJ peut intervenir pour des questions d'abandon, des questions de négligence sur le plan physique, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation. Peut également intervenir sur le mauvais traitement psychologique, sur l'abus sexuel, l'abus physique et les troubles de comportement sérieux. Donc, si un citoyen ou un professionnel du réseau a des inquiétudes au sujet d'un enfant sur ces motifs-là, peut le signaler. Les professionnels, il y a une nuance à apporter, ils ont l'obligation de le faire. Les citoyens ont l'obligation également de le faire pour des cas qui touchent l'abus sexuel, l'abus physique. Donc, il n'y a pas de discrétion à ce sujet-là. Donc, si dans le voisinage, on entend parler qu'un enfant est abusé physiquement ou sexuellement, il n'y a pas 50 questions à se poser. C'est une obligation. Le législateur a été clair là-dessus. Tout le monde doit signaler ça pour protéger les enfants. Donc, un intervenant reçoit, s'assure que ça correspond à un des motifs que je viens de vous énumérer et va déterminer s'il y a suffisamment d'éléments qui militent en faveur d'une intervention du DPJ. Suffisamment d'inquiétude
Puis, à ce moment-ci, on est au conditionnel. OK. Donc, le parent aurait un problème de consommation de drogue, d'alcool, il y aurait un problème de surveillance, l'enfant serait abusé physiquement. Le DPJ, à ce moment-là, va déterminer si le signalement est retenu ou pas. Et dans cet exercice-là, peut également aller vers une vérification complémentaire terrain. À ce moment-ci, il n'y a pas de signalement de retenue encore, mais il y a un intervenant social qui peut se présenter à domicile, poser des questions, rencontrer l'enfant, puis déterminer, savoir est-ce qu'il est judicieux à ce moment-ci de retenir un signalement, ou si une référence vers un service d'aide approprié serait suffisant pour assurer la sécurité et le développement d'un enfant. Et parce que vous devez savoir que la loi de la protection de la jeunesse, c'est une loi d'exception. OK. C'est l'État qui s'impose dans le salon d'une famille. Oui, exactement, Exact. c'est ça. Parce que là, on rentre dans l'intimité directement. Tout à fait. Alors, c'est la raison pour laquelle on s'assure que lorsqu'on retient un signalement, on a les motifs pour le faire. OK. Advenant le cas où on ne le retient pas, bien, on peut référer les gens vers des ressources d'aide aux besoins si on a eu un contact avec la famille. Si on n'a pas de contact avec la famille, à ce moment-là, on peut avoir un entretien avec le signalant, lui suggérant d'accompagner ces gens-là, d'apporter une surveillance additionnelle, de voir un petit peu comment se déplie la famille. OK. Puis, s'il y a de nouvelles inquiétudes qui surgissent, il peut resignaler la situation plus tard. Il y a vraiment, c'est un cheminement Tout à fait. qu'il faut qu'il se suive à la lettre. À la Parce lettre. que, mais dans l'ensemble, M. Oui. Gagné, je sais que là, on va aller un petit peu plus en détail et en profondeur là, Oui. tantôt, mais dans l'ensemble, est-ce que les intervenants de la DPJ sont bien reçus dans les familles? Ça ne doit pas être facile des fois. Je suis persuadé quand vous recevez un appel puis qu'un intervenant a à se présenter dans une famille, c'est probablement la première affaire qui se fait dire. Tu n'as pas d'affaire ici, c'est mon enfant, je suis capable d'en prendre soin, puis c'est pas vrai ce qu'il te dit. Puis, on peut La croyance populaire va en ce sens-là. Je vous dirais que dans la réalité de l'intervention, les gens, oui, sont secoués. Quand le DPJ appelle à la maison pour dire je souhaite un rendez-vous avec vous pour m'entretenir sur la situation de votre enfant, c'est garanti que ça secoue la cellule familiale. Sûrement. Les intervenants, à ce compte-là, usent de stratégies, ont une approche qui n'est pas menaçante et conviennent avec les parents. On agit avec beaucoup de transparence. Donc, on va aller direct au but. On ne passera pas par quatre chemins non plus. On va dire le motif pour lequel on vient vous rencontrer, voici. Ça peut être du mauvais traitement psychologique. Je vous disais, je les réénumérerai pas. Oui, mais pour un des motifs que je vous ai parlé tantôt, on rencontre la famille. Si je reviens à la chronologie de l'intervention, si le DPJ décide de retenir un signalement, à ce moment-là, il y a un contact qui se fait avec les parents et l'enfant. Il y a une rencontre où on va aborder les motifs pour lesquels le DPJ a retenu un signalement. Et on va passer à l'étape suivante qui consiste à valider cette information-là. Ça, c'est important aussi. Est-ce que les faits sont fondés? Il arrive à l'occasion qu'après une courte entretien, on se rend bien compte que les faits ne sont pas fondés. À ce moment-là, il y a une fermeture qui est automatique. On ferme le dossier, c'est terminé. Le dossier est archivé pour une période de temps. Est-ce que ça arrive souvent? Je vous dirais que c'est assez fréquent qu'on intervient auprès des familles puis qu'on détermine que les faits ne sont pas fondés. Okay. Dans le cas où les faits sont fondés, on aura à se poser la question suivante. Est-ce que la situation compromet la sécurité et le développement de l'enfant? Et pour y arriver, le DPJ utilise toujours les 4 mêmes facteurs. Pour l'ensemble du processus d'intervention, le DPJ aura à déterminer la fréquence. C'est-tu fréquent, là, ce qui nous est signalé? C'est-tu grave? Y a-t-il une chronicité qui s'installe dans ça? Ensuite de ça, on va mesurer la vulnérabilité de l'enfant. Un enfant, plus l'enfant est jeune, plus il est vulnérable, on s'entendra là-dessus. Donc, sa capacité à se protéger de ce qui est signalé. Un enfant de 2 ans qui n'a pas de surveillance parentale comparé à un enfant de 15 ans, c'est pas la même vulnérabilité. Du tout. Donc, on mesure ça. On mesure également la collaboration du parent, la reconnaissance, sa capacité à corriger lui-même cette situation-là dans des délais qui correspondent à la sécurité et le développement d'un enfant. Et en dernier recours, est-ce qu'il y a une ressource environnante dans la famille élargie, dans la communauté, qui peut contribuer à protéger cet enfant-là? L'interaction de ces 4 facteurs-là
va guider le DPJ à prendre une décision. À partir justement de ces 4 facteurs-là, c'est là que le DPJ va dire comment elle va se comporter. Exactement. C'est ça. Est-ce que je vais compromettre la sécurité et le développement de cet enfant-là au sens de la loi? Parce que c'est toujours l'enfant en premier lieu. Tout à fait. Tout à fait. La loi de la protection de la jeunesse, c'est une loi qui est dirigée pour assurer la sécurité et le développement des enfants. C'est l'intérêt des enfants qui est le centre, la pierre angulaire de cette loi-là. Oui, allez-y, M. Gagné. Suivant ça, arrive parce que dans votre introduction, je trouvais intéressant, puis l'occasion est intéressante pour expliquer aux gens comment fonctionne et quels sont les droits des parents et de l'enfant. Oui, ça aussi, c'est très important parce que des fois, on est toujours porté à se dire, bon, l'enfant a des droits. Et puis, si ces droits-là, bien, le DPJ est là pour protéger l'enfant. Tout à fait. Mais il y a aussi les parents qui ont aussi certains droits. Tout à fait. Et là, vous m'amenez sur le régime. La loi prévoit la loi de la protection de la jeunesse prévoit dans son intervention 2 régimes possibles, le régime volontaire et le régime judiciaire. Okay? Parce que la loi de la protection de la jeunesse est une loi qui travaille en complémentarité entre le social et le judiciaire. Ça va? Oui, parfait. Et on privilégie toujours le régime volontaire. Donc, on va soumettre aux parents les résultats de notre évaluation. On leur présente pourquoi leur enfant est compromis au sens de la loi. Et dans l'échange, les parents ont le loisir d'accepter ou pas la position du DPJ. Dans le cas où le parent reconnaît que son enfant est compromis au sens de la loi, que l'intervention du DPJ est indiquée, à ce moment-là, on peut passer à l'étape suivante, qui est l'orientation. On va proposer, discuter, négocier avec les parents et l'enfant. Mais lorsque c'est l'inverse, je pense qu'il y a un fichu problème à ce moment-là. Je corrigerai, parce qu'on ne voit pas ça comme un problème. C'est beau. Mais je vais vous préciser ça pourquoi. Oui. À ce moment-là, on va proposer une mesure, on va la négocier avec le parent. OK. Le parent est toujours central parce que c'est eux les premiers responsables de leur enfant. Voilà. Donc, ils font partie intégrante du processus du choix des mesures correctives. Ça va? Dans le cas où le parent dirait « Je ne suis pas d'accord avec le directeur de la protection de la jeunesse, mon enfant n'est pas compromis, je refuse l'intervention », ce n'est pas un problème en soi. C'est certainement une difficulté au niveau de la suite de mon intervention. Mais la loi prévoit que dans ces cas-là, le parent, le DPJ, va plutôt soumettre la situation au tribunal de la jeunesse. Et c'est un juge, chambre de la jeunesse, qui va devoir trancher la question, à savoir, est-ce qu'effectivement, le DPJ est bien fondé dans sa position de compromettre cet enfant-là ou pas? Et suivra la suite, à savoir... Mais c'est tout un processus terrible. C'est un processus qui peut paraître complexe. La loi le prévoit le plus simplement possible. Okay. La loi, depuis 2007, a prévu, pour alléger le processus judiciaire, des dispositions, notamment des projets d'entente. Le processus judiciaire de l'intervention du DPJ s'est simplifié depuis 2007. Bien sûr, la représentation d'un avocat est nécessaire. Je vous dirai pas que quelqu'un qui travaille jamais là-dedans va voir ça d'une simplicité comme moi je peux. C'est sûr que ce n'est pas pareil, exactement. C'est pas la même chose. Mais il y a une chose, là, le processus, là, vous l'avez bien expliqué, oui. On le connaît. Mais une chose est certaine, Monsieur Gagné, c'est que ce soit pour l'enfant ou que ce soit pour les parents, c'est pas facile, c'est certain. C'est pas facile, mais je vous dirais que la majorité des familles avec qui on intervient, peu de temps après le début d'une intervention, je vous dirais, la vaste majorité des familles voient le bien fondé de l'intervention, commencent à avoir du bien-être rapidement. Nos programmes d'intervention se sont améliorés de beaucoup au fil des années. On a une intervention qui est, je vous dirais, d'exception, mais elle est ponctuelle aussi. C'est-à-dire qu'on ne s'éternise pas dans les familles. Quand les éléments de compromission sont corrigés, le DPJ doit se retirer. Il arrivera toujours des situations où le DPJ va demeurer longtemps, des fois jusqu'à la majorité des enfants. C'est ça qui est... Parce que je suis certain qu'au début de l'intervention, le
parents ou les parents ne voient que du négatif. Tout à fait. Possiblement. Mais c'est qu'au fur et à mesure, comme vous l'avez bien expliqué, que se déroule le dossier, là, les parents changent d'avis au fur et à mesure. C'est quand même normal, c'est à la protection courant. de la jeunesse, là, la prémisse de base, c'est que les parents aiment leurs enfants. C'est sûr. Et quand on intervient à accompagner un parent à améliorer les conditions de la famille, si, par exemple, on entame une intervention, puis la difficulté de base était de la négligence, et qu'on intervient au niveau de la gestion du budget, au niveau de la surveillance de la famille, au niveau des priorités, et que les parents constatent le changement, le bien-être chez les enfants, c'est sûr que ça, c'est vendeur. Oui, il y a des parents qui se rallient tout à fait à des meilleurs jours. Ça. Oui, exactement. Monsieur Gagné, ce serait quoi les principales plaintes que vous avez à traiter à la DPJ? Vous en avez parlé un peu tantôt, mais celles qui reviennent presque couramment, ce seraient lesquelles? Je vous dirais que comme le reste de la province, à ce compte-là, on se compare au reste de la province, je vous dirais que la problématique, le motif principal de l'intervention du DPJ est la négligence. Ah, OK. Puis il y a 3 sortes de négligence, comme je vous parlais, sur le plan physique, sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation. La région ne fait pas de différence au reste de la province, c'est-à-dire que c'est le motif principal de l'intervention l'année passée au bilan qu'on en a fait. Et je vous dirais que si on regarde les statistiques en cours pour l'année, c'est toujours la négligence qui remporte. Parce que moi, j'ai beaucoup de misère avec ça quand on a à traiter, je veux dire, pas qu'on a à traiter, mais quand on regarde les nouvelles, qu'on fait des grosses manchettes, ça, j'aime pas ça. On fait des grosses manchettes avec des enfants qui sont maltraités. On devrait en parler peut-être moins, mais en parler un peu, si vous êtes d'accord, mais pas faire une manchette de 3-4 jours là, avec ça. Ça, moi, je reproche ça aux médias. Mais la manchette est là, puis elle sera toujours là. Et les codes d'écoute, les fameux codes d'écoute. Sauf que, à ce moment-là, il me semble que c'est inhumain, des fois, qu'est-ce qu'on entend. C'est 2 choses. Il y a comment on traite cette nouvelle-là, parce qu'il y a une façon de traiter la détresse chez les enfants. Oui. Si on prend sur le côté sensationnel de la chose, c'est sûr que je ne suis pas un partisan. Si on traite la nouvelle sous l'angle de qu'est-ce qu'on fait, si on en fait une question sociale. Moi, je dis souvent, la protection des enfants, c'est une responsabilité collective. Une occasion, comme vous me présentez aujourd'hui, me permet de m'adresser à la communauté puis de dire, le DPJ, oui, joue son rôle dans la société, mais il y a également une attention particulière que tous les membres d'une société doivent avoir aux plus vulnérables. Nos enfants ont besoin d'une communauté pour être sécurisés et protégés. Exactement. C'est important ce que vous venez de dire là aussi. On traite combien de cas annuellement chez nous en Abitibi-Témiscamingue? L'an passé, au bilan, j'ai fait état puis je les ai apportés avec moi, 3551 signalements ont été logés à la Direction de la protection de la jeunesse l'an passé. 3500? Tout à fait. C'est incroyable. De ces signalements-là, nous avons retenu 1314. Je vous présentais tantôt un peu la chronologie. Oui, exactement, oui. Donc, le DPJ sur 3551 signalements d'enfants, parce que derrière ce nombre-là se cache un enfant. Toujours. Il ne faut jamais l'oublier. Toujours. Et 1314 évaluations auxquelles on a procédé pour déterminer si le DPJ était justifié d'intervenir. Entre le 1300 et le 3500. Oui. C'est quoi qui fait que ça n'a pas été retenu? Je vous expliquais les 4 facteurs. C'est ça, oui. Exactement. Oui. C'est toujours les mêmes 4 questions, pas les 4 questions, mais les 4 mêmes facteurs que l'on interroge avant de prendre une décision. Si vous permettez, j'étais rendu à l'orientation. Oui, aussi. Dans le processus. On s'égare. C'est correct. Pas on s'égare, mais on joue un peu dans tout, parce qu'il y a tellement de choses dans ça. C'est vaste. On pourra faire une autre émission, si vous voulez. On pourrait en faire 2, 3, mais il n'y a aucun problème. Ce qui est la suite d'une évaluation, je vous disais, on était rendu à l'orientation. Oui. C'est à ce moment-là qu'on va déterminer les mesures qui sont appropriées pour corriger la situation. Ça va? Oui. Le parent sera toujours
partie prenante de ce processus-là est impliquée dans les décisions qui sont prises à ce moment-là. Je vous dirais que l'évaluation, il n'y a pas beaucoup de négociations à faire là. La sécurité et le développement d'un enfant ne se négocie pas avec le DPJ. Voilà. Mais comment corriger la situation, ça fait partie des échanges qu'on doit avoir avec la famille, parce que vous savez, il n'y a pas une famille qui profite d'un réseau de soutien équivalent une à l'autre. Mm-hmm. Donc, c'est dans ces différences-là que des fois que les solutions se trouvent. Quand le DPJ décide de compromettre un enfant, il y a une intervention, courte, moyen, long terme, qui va être nécessaire pour corriger. Puis ça, c'est à la hauteur des problématiques et des difficultés que l'on rencontre. Si c'est une première difficulté, c'est sûr qu'on va miser pour une mesure plus courte. Okay. S'il y a de la récidive, de la récurrence, de la compromission qui se règle pas, que le parent est toujours aux prises avec de grandes difficultés, c'est sûr que le DPJ va chercher des mesures beaucoup plus importantes pour assurer la sécurité et le développement d'un enfant. Et à ce compte-là, des fois, ça peut aller jusqu'au retrait de l'enfant du milieu naturel. Ça, là, c'est rendu à l'extrême à ce moment-là? Je vous dirais que c'est une mesure importante pour protéger un enfant. Mais vous savez, le DPJ a toujours puis c'est codifié dans la loi d'ailleurs, l'idée première de protéger un enfant, c'est de le faire dans son milieu naturel. Donc, le DPJ va toujours privilégier le maintien de l'enfant auprès de ses parents. À son domicile. Exactement. Okay. Dans le cas où il n'est pas possible de le faire, nous allons privilégier une personne de son entourage, quelqu'un qui lui est significatif. Un oncle, une tante, des grands-parents, peut être quelqu'un que l'enfant côtoie, un ami de la famille. Puis à ce compte-là, le DPJ va considérer ces personnes-là pour assurer un milieu de vie connu à un enfant. Et l'intervention... le dépayser le moins possible? Exactement. OK. Puis, dans les débuts de l'intervention, le DPJ va toujours miser à retourner. Si on a à le retirer, notre travail va être de le retourner auprès de ses parents. Dans le cas où ça échoue, bien là, il y a des mesures de permanence qui sont considérées, puis toujours selon ce qui s'apparente le plus à un milieu naturel pour l'enfant. Fait que c'est toujours, autrement dit, enfant, priorité. Tout à fait. Après ça, parents. Oui. Puis, si on retire l'enfant pour cause majeure, mais le but à ce moment-là, c'est d'essayer de le ramener chez lui avec ses parents dans les meilleures conditions possibles. Oui, exactement. À ce moment-là. Puis vous faites bien de le souligner, les meilleures conditions possibles, pas les conditions idéales. Le DPJ recherche toujours ce qui est le minimum requis pour un enfant. OK. Puis quand ça c'est atteint, le DPJ n'a pas à intervenir. Peut-être une question de même, M. Gagné, mais c'est sûr que quand il y a intervention de la DPJ, vous devez, comme on dit, en voir de toutes les couleurs, possiblement. Mais qu'est-ce qu'un intervenant va faire que s'il arrive chez une personne avec une plainte en bonne et due forme, puis que le parent dit « Hey, moi, là, cet enfant-là, là, veux-tu le ramasser puis va-t'en avec, je ne veux plus l'avoir. » Là, on est rendu à l'extrême, là. Mm-hmm. Est-ce que ça arrive? Ça arrive, oui. Ça arrive qu'on se présente à domicile, les valises sont faites, les sacs sont prêts. Mon Dieu. Partez. Puis ça fait référence, puis il faut faire attention au jugement, parce que ça fait référence souvent au niveau de détresse que les gens peuvent vivre. Élever un enfant, c'est pas quelque chose qui est simple en soi. Il n'y a pas de manuel d'instruction qui vient avec ça. Là. Il vient pas au monde avec... Il sort pas avec le livre de lui, là. Non. Puis, dépendamment de l'histoire de vie des gens, il y a des gens qui sont davantage préparés à la venue d'un enfant que d'autres. Oui, c'est ça. Puis, on fait référence à l'éducation, les histoires de famille, etc. Puis, dans les cas dont vous me présentez, où un parent a préparé valise puis il n'est plus capable, mais c'est sûr qu'on aura une intervention. On appelle ça une intervention de crise. Les gens sont braqués. Hein? On dit, on ne voit pas d'autre solution que partez avec mon enfant. Puis il s'agit des fois d'une courte entrevue, d'un entretien, d'une lueur d'espoir pour faire décoincer les gens puis dire non, il y a d'autres solutions que le retrait de votre enfant. On peut utiliser la famille élargie pour un quelque temps, le permettre de descendre la pression, puis toujours de se rallier à ce qui est le meilleur intérêt de cet enfant-là. Puis souvent, quand un enfant constate aussi la position de son parent, ça peut l'amener, lui aussi, à vouloir changer certains de ses comportements. Parce que c'est quoi, M. Gagné, si on se reporte au milieu des années 2000, environ, il y a une décennie environ, quelle serait
la hausse des plaintes en pourcentage ou à peu près, là, et quelle serait la principale cause de cette hausse-là? Parce qu'on voit que dans les années 2002, 2003, 2004, c'était quand même, il n'y avait pas énormément de plaintes. Mais aujourd'hui, là, vous venez de faire mention de 3500 cas, là, OK? Ouais. C'est quoi la principale raison, le principal facteur de cette hausse vertigineuse? On est à s'interroger. Vous faites bien de poser la question. C'est quelque chose à laquelle on s'interroge. C'est sûr que le facteur social, puis je vous présente là, plus la question des mines dans la région. Les gens sont mieux nantis, ont de meilleurs salaires. Il y a beaucoup de problèmes de dépendance dans la région à l'alcool, aux drogues, combinés à un taux de scolarité qui est faible. Si on fait le tour des commissions, des territoires commissions scolaires, puis qu'on mesure l'indice de défavorisation des familles, puis les gens qui sont intéressés de savoir de ce dont je parle, le site Internet du ministère de l'Éducation en fait état. C'est assez clair là, comment s'y rendre. Bien, ce sont des indicateurs qu'on interroge présentement. Dans les prochaines semaines, je ferai également une tournée régionale pour aborder la question avec mes partenaires des C3S. À partir du Témiscamingue, Abitibi, Amos, Val-d'Or, Rwanda, je couvre les 5 territoires C3S. Vous avez un grand territoire. Oui. Oui. Pour interroger par localité un peu, de leur point de vue, qu'est-ce qui peut influencer également l'augmentation de ces signalements-là? Je vous dirais que votre question, c'est depuis les années 2000, environ, oui. On augmente. L'an passé, à mon bilan, on parlait d'une augmentation de 8 %. Et je qualifiais à ce moment-là l'augmentation d'alarmante. Cette année, je vous le dis en primeur, le bilan se fera en septembre, mais si la tendance se maintient, comme je le disais... Comme on a déjà entendu, oui. On se dirige vers une augmentation de l'ordre de 25 %. 25 %? À comparer à 8 % Oui. Alors, on cherche un qualificatif. C'est sûr que c'est quelque chose qui est interpellant. Mais parce que vous m'auriez dit de l'ordre, on passe de 8 à 10, 11 %. J'aurais dit, mais coudonc. Mais là, c'est 3 fois plus, là. Et quand on regarde, si on se compare avec le reste de la province, il y a une donnée qui m'a marqué, moi, depuis que je suis arrivé à la direction de la protection de la jeunesse, et c'est le comparatif de la population 0-17 ans. Sur notre territoire en Abitibi-Témiscamingue, on est à environ 12 % des enfants 0-17 ans qui sont signalés au DPJ, alors qu'en province, c'est plus aux alentours de 6,5 %. Fait que le double des enfants qui sont signalés chez nous, il y a une raison à ça. On est à échanger, identifier quels sont les facteurs contributifs à ce phénomène. Et une fois qu'on aura identifié tout ça, j'ose espérer qu'on aura l'idée de dresser des pistes pour corriger la situation. Monsieur Gagné, c'est tout le temps que nous avions. Je vous remercie infiniment. Moi aussi, j'ai un chiffre 25 %. C'est que j'ai réussi juste à prendre environ 25 % de mes questions. Alors, je vais vous réinviter. Ça me fera plaisir de venir vous rencontrer. D'ici au printemps, parce qu'il y a beaucoup de questions que l'on n'a pas eu le temps encore de parler, puis que je veux et que je tiens beaucoup à discuter avec vous. Alors là, on a fait la DPJ, en gros, c'était quoi et les étapes. Après ça, ce qui me reste à vous poser comme question, c'est d'aller à l'intérieur de ça. Qu'est-ce qui se passe exactement? On a juste effleuré. Oui. Alors, il me reste 75 % de questions à vous poser. Fait que c'est vraiment très gentil d'avoir accepté cette invitation-là et je vous en relance une autre pour le printemps prochain parce que je ne veux pas qu'on termine cette émission-là et que l'on n'en parle plus. J'ai trop de questions encore à vous poser. Ça me fera plaisir de venir vous rencontrer puis je vous remercie de l'occasion. Ça me fait m'adresser à la population. Ça me fait grand plaisir, M. Gagné. Je vous remercie beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.